Le 27 mai 2022 se tenait à Davos une réunion de la GBBC, la Global Blockchain Business Council, une organisation qui réunit plus de 500 institutions et entreprises autour de la technologie blockchain. Lors de cette réunion, un journaliste prend le micro et demande au PDG de Mastercard, Michael Miebach, s'il pense que Swift existera encore dans 5 ans. À la stupeur générale, et laissant un froid dans l'assemblée, Miebach répond par la négative. Il n'y aura plus d'explications, ni d'argumentation. Les journalistes tentent de demander une interview à Michael Miebach à la fin de la table ronde, mais celui-ci décline. Néanmoins, devant les vives réactions qu'ont suscité les propos de leur PDG, les équipes de Mastercard reprennent rapidement contact et tentent de tempérer ces propos. Ils déclarent que le réseau Swift ne va pas disparaître, mais simplement évoluer, et que ce n'est que sa forme actuelle qui doit changer. Si les propos du PDG du troisième réseau de cartes bancaires du monde ont suscité un vif effroi, c'est parce que Swift est un réseau devenu indispensable aux échanges interbancaires mondiaux. Bienvenue sur la chaîne de CryptoStratège. Ici, nous vous expliquons le monde des crypto-monnaies et de la finance. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi le réseau Swift est un rouage essentiel dans les échanges commerciaux et interbancaires. Pourquoi ce réseau est voué à changer. Et enfin, pourquoi le Lightning Network, le réseau de canaux de Bitcoin, est la solution pour garantir un marché rapide, fiable, mais surtout libre. Mais avant de commencer, qu'est-ce que c'est Swift ? Le réseau Swift, c'est un réseau interbancaire, développé par une coopérative belge en 1973. Aujourd'hui, plus de 11 000 institutions financières dans plus de 200 pays sont connectées à ce système. Il permet de faire circuler des informations de manière sécurisée et globale, comme des ordres de transfert de fonds entre les banques. En 2021, Swift a permis de faire plus de 10 milliards d'ordres de paiement dans le monde. Les institutions financières s'identifient à ce réseau Swift grâce à un code, le code BIC. Ce code figure d'ailleurs sur chacun de nos comptes bancaires. Le réseau dit garantir des échanges fiables, rapides et sécurisés et confidentiels. Grâce à ce réseau, les banques peuvent s'échanger des ordres d'achat et de vente et confirmer les exécutions des transactions. Dans la zone euro, on utilisera plutôt le réseau SEPA pour Single Euro Payment Area. Il s'agit d'un réseau qui ne concerne que les virements en euros au sein de la zone de l'Union européenne. Mais l'accès à ce réseau et à Swift a un coût. Le réseau Swift est payant pour les établissements bancaires et les entreprises. Certaines sociétés comme Danone ou Arcelor doivent compter plus de 60 000 € par an pour leur seule connexion au réseau Swift et bénéficier de la sécurité pour leurs échanges. Donc le réseau Swift est une horlogerie de pointe, un mécanisme indispensable qui permet de garantir la confiance entre les institutions financières. Alors pourquoi le PDG de Mastercard est-il si pessimiste ? Et pourquoi pense-t-il que le réseau Swift est voué à devoir changer ? Pour comprendre pourquoi Swift doit évoluer, il faut remonter le temps et retourner en Iran en 2012. À cette époque, Mahmoud Ahmadinejad est président de la République islamique d'Iran. Et depuis sa prise de pouvoir, le 24 juin 2005, il a repris une politique dure sur la question du nucléaire, notamment en créant un programme d'enrichissement de l'uranium. Le 9 novembre 2011, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, accuse l'Iran de mener des activités visant à développer un dispositif nucléaire. Le président Ahmadinejad répond qu'il s'agit de fausses affirmations et qu'il ne reculera pas d'un iota sur son programme. Face à ce refus d'arrêter son programme nucléaire, l'Union européenne vote à l'unanimité des 27 l'emploi d'une nouvelle arme, une arme de dissuasion économique qui va toucher 442 sociétés, dont la Banque centrale d'Iran. Et cette arme, c'est Swift. Sans Swift, les banques iraniennes mais aussi les entreprises en Iran ne peuvent plus échanger à l'international, car il n'y a plus de tiers qui garantit la confiance. Les entreprises qui vendent ou reçoivent des dollars sont isolées, coupées de leurs échanges. Et si des solutions peuvent être trouvées à petite échelle, le problème c'est la fluidité pour les volumes importants. Si cette mesure s'est révélée efficace pour faire pression sur l'Iran, elle a également éveillé la prudence de la part de deux autres grandes puissances, la Russie et la Chine. Car dans le grand échiquier du monde, la Russie et la Chine ne voient pas d'un très bon œil la possibilité de se faire isoler. Pour répondre à cette menace, la Russie développe alors un réseau concurrent, du nom de SFPS, pour Système de transfert de messages financiers russe. Celui-ci est élaboré à partir de 2014, après l'annexion de la Crimée, alors que les Américains menacent encore de faire usage de Swift, qui est devenu une arme commerciale. La première transaction de SFPS a lieu en 2017, et en 2018, c'est plus de 400 institutions qui sont reliées à ce nouveau réseau. Mais ce n'est pas le seul réseau concurrent de Swift. La Chine développe depuis 2015 son propre réseau, le CIPS, pour China International Payment System. Le surnommé Swift Killer comptait en 2021 un réseau de plus de 1189 banques dans plus de 100 pays, pour la plupart en Asie, mais également en Europe et en Afrique. Et si le réseau CIPS
vient fortement concurrencer Swift, il permet également à la Chine de promouvoir une nouvelle devise, son yuan numérique, la monnaie numérique de l'État chinois. Swift n'est donc plus hégémonique. Des concurrents comme SFPS et CIPS existent et les grandes puissances se pressent pour développer des alternatives et ne pas subir le même sort que l'Iran. Ils veulent également pouvoir peser dans les négociations internationales. Mais ce n'est pas le seul problème auquel Swift doit faire face. Pour survivre, Swift doit également renouveler sa technologie et devra s'adapter à un nouveau type de monnaie, les monnaies numériques des banques centrales. Et c'est là la deuxième obligation d'évolution pour Swift, si le réseau veut survivre. Mais alors, qu'est-ce qu'une monnaie numérique de banque centrale? Une MNBC. Dans notre quotidien, nous utilisons déjà des monnaies qui ont une forme numérique. Quand nous payons avec notre carte bancaire, ou même avec notre téléphone, quand nous faisons des virements ou que nous permettons des prélèvements. Nous utilisons des monnaies qui sont numériques. Mais pour garantir la confiance dans ces monnaies, des tiers doivent contrôler ces échanges. Il s'agit par exemple des banques qui vérifient que vous avez bien le montant que vous souhaitez envoyer. A contrario, une monnaie numérique de banque centrale est une monnaie numérique mais qui utilise la technologie de la blockchain. La technologie que Bitcoin utilise pour son réseau. La blockchain, c'est une technologie qui permet de stocker des informations sur un réseau distribué, c'est-à-dire géographiquement réparti. Et cela rend le système très résistant aux cyberattaques. Une monnaie numérique de banque centrale a donc un fonctionnement similaire à une crypto-monnaie. Mais alors pourquoi développer ces monnaies? Surtout après avoir critiqué Bitcoin pendant tant d'années. Pour les États et les gouvernements, cela représente deux avantages majeurs. Le premier avantage, c'est qu'en théorie, la Banque centrale, comme la Banque centrale européenne, aurait une meilleure trace des monnaies et pourrait ainsi mieux gérer l'inflation en émettant ou en réduisant la quantité monétaire en circulation. Le deuxième avantage, c'est qu'en théorie, les MNBC auraient également l'avantage de ne pas nécessiter de tiers de confiance comme Swift, car les transactions seraient inscrites dans la blockchain, et c'est la blockchain qui garantit la confiance. Les coûts seraient alors moins élevés. Mais si en théorie les monnaies numériques des banques centrales, les MNBC, nous sont vendues pour leur qualité de rapidité et de sécurité, c'est également pour des raisons bien plus sombres. Des raisons dystopiques, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Aujourd'hui, les particuliers ont un lien avec leur banque commerciale. Mais demain, les MNBC permettront à l'État et aux banques centrales d'agir directement sur les portefeuilles des individus et de suivre leur historique de transactions. Fini les paiements au black ou en cash. Toutes les transactions seront enregistrées et conservées. L'État pourra suivre vos dépenses aux produits prêts et cela pourra entraîner une surveillance très intime car chaque achat que vous pourrez faire pourra être analysé et autorisé ou non. L'exemple de ce type de contrôle, c'est la Chine qui a lancé son yuan numérique. Et les États-Unis semblent avoir compris ce problème, puisque le 27 mai 2022, 3 sénateurs ont déposé une loi pour tenter d'interdire les applications qui permettraient d'utiliser le yuan numérique. Selon les propres mots du sénateur Cotton, le yuan numérique fournit au gouvernement chinois une visibilité en temps réel de toutes les transactions sur le réseau. Et cela pose des problèmes de confidentialité et de sécurité pour les citoyens américains qui se joindraient à ce réseau. Les monnaies numériques permettraient donc à un pays tiers de connaître précisément les dépenses et les habitudes de consommation d'une autre nation. Mais pire, de pouvoir restreindre les transactions, car il s'agit d'une monnaie qui est programmable. Ce futur sombre, digne d'un scénario de science-fiction, est pourtant bien réel, car l'euro numérique est déjà prévu pour 2025, et il devrait rentrer en phase de test dès l'année prochaine, en 2023. Et Swift est conscient de l'évolution de cette monnaie. Le réseau ne souhaite pas lutter contre le changement, mais plutôt l'accompagner. Ainsi, le réseau Swift se dit favorable aux monnaies numériques d'État. Il a lancé en 2021 un programme qui permettra de fiabiliser l'interconnectivité des différentes monnaies d'État entre elles, comme l'euro numérique et le yuan numérique. Alors sommes-nous voués à vivre dans un monde obscur, un monde de contrôle où l'historique d'achat de chaque citoyen sera connu de sa naissance à sa mort, où l'on pourra connaître ce que vous avez mangé, ce que vous avez consommé tout au long de votre vie. L'euro numérique pourrait devenir un instrument de dictature comme nous n'en avons jamais connu. Alors y a-t-il une solution? Oui, il y a une solution. Et cette solution, c'est Bitcoin. En 2010, un certain Satoshi Nakamoto, un développeur dont la véritable identité n'a jamais été révélée, contacte via une liste mail le groupe des cypherpunks, une communauté éprise de liberté et passionnée de cryptographie. Satoshi va alors leur soumettre un projet d'une monnaie numérique distribuée, une monnaie libre et pseudonyme qu'aucun État, qu'aucune institution ne pourra jamais restreindre ou manipuler. Une monnaie du peuple. Avec cette technologie, les cypherpunks anticipent un monde dystopique, dans lequel nous vivons peut-être déjà, ou tout du moins qui nous est promis.
Cette monnaie, c'est Bitcoin, et son but, c'est de reprendre le pouvoir des banques centrales et de rendre ce pouvoir de monnaie aux citoyens. Et pour y arriver, Bitcoin a plusieurs forces. Premièrement, Bitcoin, c'est la monnaie libre par excellence. Personne ne peut vous refuser l'ouverture d'un compte en Bitcoin, quelle que soit votre couleur de peau, votre nationalité. Bitcoin ne fait pas de discrimination. Bitcoin, c'est aussi un réseau transparent qui n'appartient à aucune organisation, aucune nation. La quantité de Bitcoin s'élèvera à 21 millions, et pas un seul Bitcoin de plus ne sera émis. Donc, personne ne peut tricher sur la quantité. Bitcoin, c'est également un réseau solide, un réseau robuste qui est garanti par un ensemble de personnes que l'on appelle des mineurs, et qui, en résolvant des problèmes mathématiques complexes, permettent au Bitcoin d'être la blockchain la plus sécurisée du monde. Enfin, Bitcoin n'est pas contrôlable par un État. Et même s'il n'est pas anonyme mais pseudonyme, il existe des solutions pour utiliser Bitcoin de manière anonyme en utilisant par exemple Monero, Tor, Dash, des VPN ou des réseaux de pair à pair. Mais Bitcoin a un défaut. Car si le réseau est solide et sa fiabilité est incontestée, Bitcoin est lent. Bitcoin ne peut traiter au maximum que 8 transactions par seconde. À titre de comparaison, Visa, lui, peut aller jusqu'à 3500 transactions par seconde et Mastercard 2000. Cela signifie que Bitcoin ne peut pas pour l'instant supporter un usage généralisé. Par ailleurs, les transactions doivent être enregistrées dans la blockchain. Et pour des raisons de sécurité, la blockchain de Bitcoin ne valide un nouveau bloc, c'est-à-dire un groupe de transactions, qu'une fois toutes les 10 minutes. En fonction du nombre de transactions engagées sur Bitcoin, elles peuvent prendre de longues minutes, et plus il y aura d'utilisateurs, plus la validation pourra prendre de temps. Il fallait donc un système qui permette d'accélérer l'enregistrement des transactions. Comme Swift qui fait des pics de transactions à 50 millions de transactions par jour, il fallait trouver une solution qui permette d'augmenter le nombre de transactions journalières de Bitcoin pour le rendre viable. Et c'est pour ça que Lightning Network a été inventé. Le réseau est inventé par Joseph Poon et Tadeusz Drija en 2016. Pour faire simple, le Lightning Network fonctionne comme une surcouche de Bitcoin, un second réseau qui viendrait se superposer. Le Lightning Network, le réseau éclair en français, établit un réseau de canaux. Il est possible de bloquer des bitcoins sur des canaux bidirectionnels et de les échanger off-chain, c'est-à-dire en dehors de la blockchain principale de Bitcoin. Il est alors possible pour plusieurs utilisateurs d'effectuer des milliers de transactions de manière rapide et sécurisée. Lorsque l'un des utilisateurs décide de clôturer son canal, la répartition finale est alors inscrite dans la blockchain principale de Bitcoin. Grâce à cette technologie, toutes les transactions n'ont pas besoin d'être enregistrées dans Bitcoin, et le réseau est désengorgé. Les petites transactions peuvent circuler off-chain, tout en étant sécurisées par la blockchain principale de Bitcoin. Ainsi, les grosses transactions peuvent circuler sur la chaîne principale, qui est moins obstruée, tandis que les petites transactions circulent sur le réseau secondaire. Il est donc plus intéressant de faire des petites transactions sur Lightning, car les frais sont proportionnels au montant, tandis que les frais sur Bitcoin sont forfaitaires. Ils dépendent de la demande de rapidité d'exécution, ce qui rend rentable les envois de très gros montants. Parfois, des centaines de millions d'euros sont échangés pour seulement quelques centimes. Le nombre de transactions sur Lightning est quasi illimité. On parle de plus de 25 millions à 40 millions de transactions par seconde. Mais ce n'est pas le seul avantage de Lightning. Le Lightning Network permet également d'augmenter la confidentialité dans les échanges, car seule la transaction finale est enregistrée dans la blockchain. Enfin, le Lightning Network est un protocole open source, c'est-à-dire que son code est libre d'accès. Il est consultable par n'importe qui. Tout le monde a accès au code de base et peut venir y proposer des solutions ou construire de nouvelles applications dessus. Grâce au Lightning Network, Bitcoin s'affranchit de ses limites. Il obtient la capacité de devenir la monnaie de l'humanité et d'être utilisé dans la vie de tous les jours. Chaque jour, l'adoption de Bitcoin est plus grande. En 2020, aucun pays n'avait légalisé Bitcoin. En 2021, le Salvador devient le premier pays à le légaliser. La Centrafrique l'a rejoint en 2022. Et dans de nombreux pays, comme le Panama, le Brésil, la Russie, des projets de loi sont déposés pour autoriser les crypto-monnaies. Si les banques centrales veulent imposer une monnaie de contrôle absolu, il existe aujourd'hui une parade, une monnaie de liberté, et le Lightning Network permet à cette monnaie d'être rapide et de maintenir la confiance. Et c'est pour ça qu'à terme, le système Bitcoin plus Lightning Network remplaceront Swift. Pour conclure, toute révolution passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Les monnaies numériques et Bitcoin sont une véritable révolution.
C'est une révolution qui, je crois, est colossale et qui changera l'histoire de l'humanité comme l'ont changé le feu, la roue, la machine à vapeur et Internet. Comme toute révolution, Bitcoin a d'abord été moqué. Il est aujourd'hui critiqué farouchement par ses adversaires, Bill Gates, Warren Buffett, Christine Lagarde. Et dans le même temps, ses opposants reconnaissent la valeur de sa technologie. Ils veulent se l'approprier pour d'obscures raisons. Nous sommes à la croisée des chemins et deux futurs sont possibles. Nous emprunterons peut-être un chemin sombre, fait de surveillance de masse, de caméras à reconnaissance faciale et d'un système de crédit social où la monnaie sera utilisée contre nous. Ou alors, nous nous réapproprierons un droit inéluctable, celui de disposer de notre monnaie, de nos fonds, notre droit fondamental à la souveraineté monétaire. Car comme le disait le troisième président des États-Unis d'Amérique, Thomas Jefferson, celui qui contrôle l'argent de la nation, contrôle la nation. Alors qui de mieux placé que le peuple pour contrôler sa propre monnaie? Chez CryptoStratège, nous développons des tactiques pour protéger votre épargne contre l'inflation et les politiques monétaires. Pour en savoir plus sur Bitcoin, nous avons développé une formation que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Et si cette vidéo vous a plu, inscrivez-vous à notre newsletter dont le lien se situe en bas de cette vidéo. Vous recevrez chaque semaine un récap de l'actualité gratuitement et un dossier complet pour aller plus loin. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous avez trouvé le contenu intéressant. Et à très bientôt pour de prochaines tactiques.